par Sainte-Anne Bertani, romancière et polyrienne. Bonjour à tous, vous êtes sur Rivage, l'émission littéraire de Rive de Gier. Et aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Didier Fossé, qui nous vient de la région lyonnaise, mais qui est né à Paris et qui a eu un parcours un petit peu particulier. Je crois qu'après 15 ans dans la restauration, plutôt vers le sud-ouest, au final, vous êtes entré dans la police et vous avez fait 18 ans de bac dans le 13e arrondissement, puis la brigade de recherche, la BRI, et maintenant vous êtes retraité, vous écrivez des romans, des récits policiers. Alors sont-ils inspirés de votre expérience? Est-ce que vous en profitez pour nous raconter des anecdotes de quand vous étiez baqueux? Bonjour Didier. Bonjour Sandrine, merci pour votre invitation. Alors oui, après une quinzaine d'années dans la restauration, effectivement, j'en ai eu marre et j'ai intégré la police nationale. Au début, je m'ennuyais un peu et puis j'ai intégré la BAC et là, j'ai trouvé, on va dire, ma vocation. J'ai été vraiment très bien, à tel point que j'y suis resté 18 ans. Donc, pour répondre à votre question, oui, ça part d'anecdotes ou de personnes que j'ai connues ou de situations, mais je m'inspire toujours, il y a toujours quelque chose en fait qui vient comme ça, qui me donne l'idée d'écrire un roman. Le premier, qui s'appelle Traque sur le web, qui n'est pas là, mais est parti d'une plainte d'une dame. Donc j'étais de permanence, c'était après la BAC, j'étais de permanence et cette dame est venue déposer plainte parce que l'amour de sa vie, qu'elle ne connaissait que sur internet, en fait, l'avait dépouillée de 50 000 €. Elle est tombée sur un escroc. Rien que sur un escroc, heureusement que sa fille s'en est aperçue, et là je me suis dit, mais ça aurait pu être pire quoi, que de l'argent. Quoi. Ça aurait pu, l'idée de Traque sur le web était née. C'est toujours des petites choses comme ça. Alors, est-ce que c'était pendant que vous l'aviez vécu ou c'est finalement avec le recul et un peu de nostalgie que vous triez parmi les souvenirs ce qui pourrait suggérer l'occasion d'un récit? Alors, les deux premiers, c'est des récits qui m'ont été inspirés par l'actualité plutôt, par mon vécu de policier. Après, les autres, c'est plutôt l'actualité, oui. C'est plutôt l'actualité ou ce que j'ai vécu. Ainsi, Artifice, je voulais faire quelque chose avec des feux d'artifice, parce que j'aime bien les feux d'artifice, et j'ai travaillé pendant toute une année, en plus de mon boulot de policier. Le week-end, j'avais travaillé avec un artificier, donc sur des feux d'artifice, la préparation, mise en place et tout ça, et j'ai bien côtoyé ce milieu. D'ailleurs, je le salue, s'il voit l'émission, il s'appelle Patrick Brault, et ce qui est bizarre, c'est que son épouse, Nathalie Brault, deviendra mon éditrice avec Flamand Noir, quelques années après. Ah oui, ça c'est peu commun. Ouais. Donc finalement, la vague de nuit, ça vous occupait toute la semaine et le week-end, voilà. Pour les feux d'artifice. Voilà. C'est un rythme assez soutenu quand même. C'est un rythme assez soutenu, quoique quand je faisais les feux d'artifice, j'étais plus en vague de nuit. Là. J'étais déjà en groupe de recherche. D'accord. Et donc il y avait les week-ends de libre, donc j'allais travailler le week-end sur les feux d'artifice. Voilà. C'est vraiment un parcours peu commun et donc plein d'anecdotes. C'est vrai que moi j'ai lu plusieurs du coup de ces polars ainsi que votre ouvrage qui compile un peu toutes les anecdotes des baqueux. Et dans Bac Nuit, j'ai retrouvé pas mal d'éléments qui étaient justement dans les récits comme Burnout, comme Affaires internes, des petites choses qui vous concernent, et puis d'autres où vous avez assisté finalement à des interventions, c'était plutôt cocasse, ou ça méritait en tout cas d'être tourné en fiction. Voilà. J'ai fait en fait, Bac Nuit m'a été inspiré par quelqu'un qui avait fait un journaliste, qui avait fait un bouquin sur une soi-disant immersion dans la police. Ça nous a fait bondir beaucoup de policiers, ce livre, parce que c'est pour... Il n'y a rien de concret là. C'était un manque de connaissances ou c'est que c'était déloyal envers les forces de l'ordre? Je pense qu'il représente les policiers en fait comme des voyous violents, qui n'ont aucun respect pour les gens. Mais c'est pas ça. Moi, j'ai travaillé pendant 30 ans donc en tout avec des collègues qui font leur travail sérieusement, avec empathie, avec beaucoup de respect, beaucoup de politesse. Il y en a qui sont des mauvais, qui n'ont rien à faire dans la police et ils sont sanctionnés, mais la majorité, ils font leur travail sérieusement et avec beaucoup d'empathie, comme j'ai déjà dit, et pour un salaire qui n'est pas terrible, hein. Mais enfin, ils le font sérieusement. Oui, bien sûr. Ouais. Donc j'ai répondu. Donc ce n'était pas représentatif en fait non, donc j'ai dit, de ce que vous connaissiez dans les forces de l'ordre au service en fait de la population et vraiment c'est ça. Moi, en essayant de faire de son mieux. Ouais, je
me rappeler de certaines anecdotes, et puis j'ai écrit un peu pour me soulager un peu l'esprit, pour dire voilà comment ça se passe vraiment, et puis après, bon, il a été édité. Donc, oui, mais il y a des choses assez amusantes. Par exemple, le fait que ça tienne à peu de choses. Quand vous avez commencé, après avoir passé le concours et qu'on vous attribue un logement du coup pour fonctionnaire, vous dites que c'était quasiment l'endroit où je vivais quand j'étais c'est ça. Voilà, avec mes parents. Mon père était fonctionnaire de police et il habitait donc à Viry-Châtillon. Et une grande cité là, où il y a beaucoup de fonctionnaires, beaucoup de militaires qui habitent. Et donc, je me suis retrouvé dans le même bâtiment, en fait, un étage au-dessus. C'est incroyable. Incroyable, oui, effectivement. Ouais. C'est vraiment très étonnant. Et pareil, pour rentrer dans la BAC, vous disiez, au final, c'est dans un RER en pleine nuit, par une rencontre comme ça, fortuite, avec quelqu'un qui vous dit, il y a une place à pourvoir. Voilà, montez un dossier. Voilà, j'étais en brigade de nuit, donc, et le matin, donc je pars, j'étais parti un peu plus tôt. J'avais demandé ce qu'on appelle du rabio dans la police, parce que je voulais rentrer plus tôt. J'ai des choses à faire dans la journée. Et puis sur le quai de la gare, je croise le chef de la BAC qui me parle et qui, au moment où je descends du train, me dit je cherche un gars, si ça t'intéresse, ce soir tu fais ta demande. J'ai mal dormi ce jour-là. Et dans la foulée, la candidature. Dans la foulée. Et ça passe. J'ai été pris, c'est passé. Un peu de réticence de la part de la hiérarchie de la brigade de nuit qui, mais il fait partie des derniers arrivés, il n'a pas assez d'administration, le chef de la BAC a calmé tout le monde, il dit moi je veux ce mec-là, c'est tout. Voilà. Et j'y suis resté 18 ans. Comme quoi ça devait se jouer finalement cette nuit-là. Voilà. Et ensuite un rythme avec des interventions donc en nuit, et puis dans la journée ça devait être compliqué quand même comme rythme. Dans la journée, disons que je rentrais le matin vers 6h30. En général, mon épouse partait au travail, elle, donc je faisais déjeuner les enfants, je les amenais à l'école. C'est un relais en fait. Voilà. Ensuite je dormais jusqu'en début d'après-midi, puis j'allais les chercher à l'école et le soir je partais travailler. Voilà. Et vous les avez quand même vus grandir parce que vos personnages se plaignent un peu du rythme un peu fou qui fait qu'on est toujours sur une affaire. Ah oui, non, je les ai vus grandir. Après, quand j'étais en brigade de recherche, c'était différent puisque c'était la journée. Ça devait être plus psychologique aussi. Ils étaient plus grands, donc ça avait moins d'importance, on va dire. Ils râlaient un peu, papa t'es jamais là. Oui, parce que c'est pas le même temps et la même qualité. Après, c'est sûr quand c'est avec la famille. Un policier, quand dans une brigade comme ça de recherche, il y a des moments où on fait beaucoup de travail de bureau, puisque c'est des écoutes téléphoniques, c'est des recherches sur réquisition judiciaire avec les opérateurs téléphoniques, les banques, les locations de voitures, tout ça. Mais le jour où on saute ceux qui ont justement... Oui, il faut être à l'aube chez eux. Il faut être à l'aube chez eux, et après, c'est une journée, voire 2 journées sans s'arrêter, quoi, où on travaille énormément, et il faut clôturer le dossier, il faut tout empaqueter pour livrer tout ça au procureur de la République en bonne et due forme. Voilà. Et comment on s'arrête alors? C'est-à-dire après une opération de cette envergure, comment la tension retombe? Parce que c'est aussi l'un des thèmes qui revient finalement dans votre œuvre. Il y a bien sûr à chaque fois une enquête, etc. autour d'une équipe un peu stable. Vous avez un personnage récurrent qui est breton, Boris Le Guen, et son équipe qui du coup dit qu'il ne voit pas toujours ses enfants grandir, qu'il a loupé des vacances, qu'il a loupé des week-ends en famille, etc. Mais quand quelque chose s'arrête, j'ai surtout perçu cette espèce de manque et comment en fait débriefer, comment tourner la page. Une affaire en chasse une autre, mais on reste avec ce sentiment de fatigue et puis de devoir tourner la page sans que ça soit réglé. Pour Boris Le Guen, en fait, je me suis inspiré de deux de mes chefs de groupe, donc le chef de la BAC et le chef de la brigade de recherche avec qui j'étais. Et il y avait un truc très simple, à l'issue d'une affaire où on avait travaillé pendant 2 jours sans s'arrêter, en dormant très peu et tout ça, Mickey, donc le chef de groupe de recherche, disait bon allez, resserrage de liens, et on allait boire un coup tous ensemble, voire manger un morceau tous ensemble, et faisait tout le monde balancer ce qu'il avait sur le cœur, et la tension retrouvée tout seul. Voilà, comme ça, mais c'est important du coup, des moments un peu de fraternité, de l'humour aussi, et puis de dépasser beaucoup d'humour. Tous ces tracas du quotidien, parce que c'est lourd sinon. C'est lourd à porter. Il ne faut surtout pas ramener ça chez soi. Et vous ne pouvez pas en discuter de toute façon à la maison? Non.
c'est très difficile. Il faut laisser le pactage à la Il faut fin. laisser le boulot au boulot, Ouais. mais c'est un boulot très prenant et Voilà, puis qui déteint parfois sur Ouais. la personnalité aussi. Oui. C'est marrant, moi, en lisant les livres, je pensais que vous étiez plus proche de Franck Hébrard, qui commençait à avoir de la bouteille, Ouais. je sais pas. Je me suis dit, tiens, je l'identifie bien à Didier. Ouais, dans Affaires intimes, oui, Oui. c'est vrai que Franck, me plaisait bien. J'ai pas. Peut-être à un âge de votre vie aussi. Voilà, un âge de ma vie, sur la fin en fait, sur la fin de la carrière policière, voilà, Franck il est un peu désabusé, Il en a vu beaucoup. il en a vu c'est surtout beaucoup, ça. et puis il a changé quoi. Donc, Parce que vous en avez vu aussi beaucoup. J'ai retrouvé l'histoire du tournevis. ah, le tournevis, oui. Vous avez été attaqué avec un tournevis. Avec un tournevis, le gars il est dans les caves, il a un tournevis pour forcer les portes, donc on se retrouve face à face dans les caves parisiennes. Bon, je pense que ça doit être pareil dans les caves lyonnaises, je les ai pas pratiquées, mais c'est très étroit. En plus, on a les tramoules. Voilà, c'est bas de plafond, c'est très étroit et c'est très poussiéreux. Et le gars a le tournevis sur mon ventre, quoi. Donc je mets la main sur la crosse de mon arme et le gars il me dit, tu vas faire maintenant, tu vas tirer. Pas ce jour-là, mais ça vous est arrivé. C'est arrivé, c'est arrivé. Mais c'est compliqué de prendre cette décision de C'est toute très façon. compliqué, ouais, Est-ce c'est que très voilà, compliqué. c'est adapté à la circonstance? Est-ce qu'on est vraiment en danger de mort? Et Est-ce puis, qu'on peut puis vous avez protéger une tempête dans quelqu'un? la tête, hein, attention, Tout à fait. c'est parce que le jour où j'ai fait feu sur une voiture qui me fonçait dessus, en fait, au dernier moment, j'ai baissé mon arme, et après, je me suis dit, j'ai bien fait, parce que C'était les jeunes. le conducteur de la voiture, il avait 16 ans, comme avait l'âge de mon dernier fils, et là, je pense que non, ça n'aurait pas... Oui, ça ne méritait pas Non. d'aller jusqu'à tuer quelqu'un. Ouais. Mais comme vous dites, en fait, c'est Ouais. vite fait. Le coup peut partir. Voilà, exactement. Là, c'était le radiateur en Ouais, question, le radiateur, mais ça aurait pu ouais. être tellement Ça pire. a permis de les arrêter plus loin. Oui. Voilà. Tout est Mais bien. du coup, il y a des anecdotes comme ça qu'on retrouve. Un personnage aussi très extravagant, un personnage féminin, il n'y en a pas beaucoup. Mais alors, pour le coup, qui m'a marqué, et dans vos souvenirs, j'ai compris que ça pouvait, du coup, éventuellement être l'origine de la création de cette espèce, on ne sait pas finalement si c'est une créature, si c'est une femme, si c'est une drag queen. En tout cas, les collègues disent sortez la pute, et au final, c'était quelqu'un de la police. C'est véridique. En C'est fait. véridique. C'est une vraie. Moi, c'était pendant la Coupe du Monde de football, et donc on avait interpellé des gens qui avaient dégradé du matériel urbain, à savoir des feux tricolores, c'était il y a plusieurs pour le descendre. On les amène donc à la première DPJ. Et il y a plusieurs bungalows, puisque les locaux de la première DPJ sont en travaux, donc dans la cour il y a plusieurs bungalows. On rentre dans le premier bungalow, c'est désertique, on dit qu'est-ce qui se passe, et là il y a un bureau, une femme qui est en mini-jupe, bottes, qui est en train de manger une glace assise sur son bureau. Voilà, donc madame nous répond monsieur. C'est cool. Et il y a le commandant qui arrive en charge du dispositif, il dit bon, qu'est-ce que c'est ce bazar? Il y a quelqu'un là-dedans. Il y a un mec qui arrive un peu plus loin, il fait qu'est-ce qu'il y a? Bon, alors vous allez commencer par me virer la pute, là. Et puis là, un moment de grand silence, puisque la dame est à bonsoir, je suis le commandant tel, je ne vais pas vous donner son nom, puisqu'elle doit toujours être en activité, je pense, et c'est moi la chef de groupe. Ici, c'est le local de repos. Pour les présentations aux OPJ, c'est les deux autres bungalows. Merci. Le commandant est blanc comme un linge, il sort, une fois dehors, évidemment, il s'enferme, il fait c'est vrai, quoi, il est comme une pute. Il y a des moments de solitude comme ça. Oui. Mais du coup, les femmes sont-elles vraiment rares ou au final, ça devient un métier mixte? Ah non, c'est un métier mixte, c'est un métier mixte. Moi, j'ai adoré travailler avec des femmes. Parce que dans votre équipage de la BAC, il n'y avait pas de femmes, je crois. Alors là, c'était la volonté du chef de la BAC. Je ne dirais pas ce qu'il disait, mais bon, il ne voulait pas de femmes dans l'équipe. D'accord. C'était, alors que moi, je pense... Ça vous aurait rendu service dans certaines Oui, situations? dans certaines situations, ça aurait rendu service. Et c'est vrai que la présence d'une femme dans un équipage, j'ai vu en groupe de recherche, dans une intervention, ça calme tout de suite. Ça calme le jeu. Même le mec qui est énervé, qui est... Il se retient devant une il femme, se vous pensez? Ouais, ça calme. Ça calme. À partir du moment où la femme, attention, elle est calme elle aussi. Oui. Mais ça calme, quoi. Et puis bon, on a besoin. Hein. On a besoin. Moi, j'ai adoré travailler avec des femmes. Le dernier service où j'étais, la chef de service était une femme, le commissaire principal, et je peux vous assurer que si vous avez lu Black Me, vous avez peut-être vu la nouvelle appelée Approximatif, où il n'y a rien ce qu'il faut quand on arrive pour
choper les mecs à 6h du matin chez Ouais, eux. ouais. Là, pour le coup, c'était un machin. duplex et vous saviez pas Voilà. qu'il y avait une autre sortie ou une autre entrée. Avec, Il y avait des armes et c'était ouais, pas signalé. Ils Avec étaient plus nombreux que avec prévu. cette commissaire de police, tout était réglé à l'avance. Il y avait le plan de l'appartement, il y avait tout, et tout était réglé. Et elle vérifiait qu'il y ait tout dans les voitures, gilet pare-balles, casque, tout. Il faut être hyper précis au final. Voilà. Et avec elle, c'était. Il y a déjà tellement d'inattendus Voilà. que tout ce qui peut être prévu à l'avance, ça doit être bien carré. Ouais. Vous dites qu'il n'y a pas de petite intervention, au final, Ah non. ça peut déraper n'importe quand. Tout peut déraper à n'importe quel moment. Et ça, c'est d'ailleurs c'est ce qu'on apprend en école de police. Hein, et la nuit encore plus, puisque la nuit, on est dans une situation où voilà, tout peut déraper à n'importe quel moment. N'importe quelle petite intervention. Quand j'ai écrit Black Nuit, là, sur la fin, 3 gendarmes qui interviennent sur un différend familial et les 3 sont tués. Quoi. C'est bien triste. C'est triste. Hein. Et ils sont partis pour un différend familial. C'est-à-dire, papa et maman qui s'engueulent. Et voilà, à l'arrivée, 3 gendarmes établis. Et est-ce que notre société n'est pas en train de devenir folle? Parce qu'au final, vous voyez une évolution dans tout ce qu'on pourrait appeler la délinquance. Vous disiez, il y avait quand même des délinquants qu'on croisait régulièrement, et puis on avait une forme d'estime, en fait, presque de sympathie. Des gens qui paraissaient très bien éduqués, etc., qui faisaient de la prison, qui ressortaient, mais c'est plus tout à fait le même profil. C'était ce qu'on appelait, ce que les anciens flics, et même ce que les anciens truands appellent des beaux mecs, en fait. C'est-à-dire que les gars, c'était des grands truands, mais ils avaient du respect. C'est-à-dire qu'ils vous plantaient pas pour quoi que ce soit. Comme j'ai vu quand j'étais à la vague, donc un soir, on arrive, on nous dit il y a un mec à aller chercher, on a que vous, il y a un mec à aller chercher à la gare d'Austerlitz, il a une fiche de recherche, si vous pouvez le ramener à l'OPJ ici, on n'a pas de voiture, donc on va le chercher. Le gars est assis dans le local de police de la gare d'Austerlitz, il n'y a pas de manotte, il est assis, les fonctionnaires sont dans la pièce à côté, donc le gars lève et puis monsieur, je vais vous palper. Le fonctionnaire de poste de police me dit non mais j'ai déjà fait Didier, c'est bon. Je dis mais je vais le faire quand même. Donc le gars, je palpe et dans le creux des reins, un 11-43, un pistolet. Et il lui avait laissé. Voilà, et parce qu'il ne l'avait pas trouvé. Mais le mec, c'était un truand. Comme il le dit après, il dit m'aurait servi à quoi de les flinguer. Il dit moi c'est pas pour flinguer du flic que j'ai une arme, c'est pour me défendre parce que j'ai pas que des amis. Voilà. Ouais, il y avait une sorte de code Voilà, en une fait. sorte de code, ouais. Qui n'est plus tout à fait respecté. Avec tout ce qui se trimballe dans les cités, les Kalachnikov et compagnie. On est sur de l'arme de guerre même. Voilà, c'est de l'arme de guerre, c'est ça. C'est bien compliqué comme situation. Ouais. Mais après, il y avait déjà toute cette jeunesse un peu paumée que vous arrêtiez, qui fuguait, ou qui cassait des parcs-mètres, des voitures, ce genre de petites choses. Ouais, bien sûr, mais... Vous aviez déjà le constat un petit peu amer de dire c'est bien gentil de les relâcher, de faire de la prévention ou du dialogue, mais en fait on les retrouve quoi. Voilà, on trouvait souvent les mêmes. On avait tendance à avoir souvent les mêmes têtes. On avait pensé d'ailleurs à une époque, avec beaucoup d'humour, faire une carte de fidélité. C'est-à-dire que quand la carte était remplie, on avait 8 heures de garde à vue gratuite. Et est-ce que ça avait un impact, une différence, par exemple, le fait d'avoir des brigades de proximité? Parce que dans votre roman Burnout, vous en parlez en fait, il y a un membre de l'équipe qui pète les plombs à l'occasion d'une querelle avec sa compagne, et Guillaume part complètement en vrille, et puis il va se réfugier du coup dans le local de la vigie des Olympiades. Parce que c'est désaffecté, et puis il a une arme et ça n'arrange rien. Donc entre la colère, le désir de vengeance et le fait d'avoir une arme, on se doute bien que ça va mal se terminer cette descente aux enfers. Mais ces locaux qui sont désaffectés, c'est triste en fait, ils sont restés en état, il y a encore du café dans les placards. Il y avait encore du café dans les placards, parce que ce local en fait je le connais bien, puisque c'est, alors, je ne sais plus vraiment quelle année, où le commissariat du 13 a brûlé, le commissariat du 13e arrondissement a brûlé. Et donc on s'est retrouvés, à l'époque, c'était sur la fin de ma carrière, c'était les 5 dernières années, j'étais responsable de l'unité de police administrative, on nous a mis dans ces locaux de la Vigie Olympiade, donc qui servaient avant à la police de proximité, aux initiés. Et en fait, on a été surpris, après toutes ces années où c'était fermé, de retrouver du café dans les placards, un fond de bouteille de whisky, ils sont partis comme avec l'idée de revenir. Avec l'idée de revenir. C'est étrange. Et pourquoi avoir fermé du coup ces lieux-là? Qu'est-ce qui permettait un contact avec la population? Ça permettait un contact avec la population, mais c'était très bien, la police de proximité. Il y avait
des actions qui étaient menées, Mhm. comme par exemple des tournois de foot entre les policiers et puis les mômes d'une cité. Il y avait même eu des sorties qui avaient été faites chez Disneyland, chez Astérix, enfin bref, des sorties faites, organisées par les policiers. Tout ça. Et puis on a un ministre de l'Intérieur qui a dit les policiers ne sont pas là pour jouer au foot, vous vous rappelez son nom, ça, et donc il a dissous la police de proximité. Terminé. Pour des raisons de budget, plus qu'autre Oui, chose. je pense pour des raisons de budget, et puis lui, il ne voulait pas. Et puis pas donc Oui, le pas même je- regard, mais certains pays continuent d'avoir ce regard-là Ouais, envers mais les forces de l'ordre, en fait, de personnes qui vont être ressources, Mhm. vous accompagner, Ouais. vous rassurer, Ouais, ouais. gérer des problèmes. Mais c'est très bien ça, la police de Les proximité. médiateurs, un Enfin, peu. même dans les services comme la BAC ou le groupe de recherche, c'était vachement important d'avoir des îlotiers que vous pouviez aller voir. Dis donc, le patron de tel bar, là, c'est quoi, c'est dans ton secteur, tu peux m'en dire un peu plus. Ils avaient toutes les informations en fait, le numéro de téléphone, l'adresse, enfin tout. On avait tout avec eux. C'était très important. Ça s'est perdu. Après, il y a eu les indiques, mais parfois il y a de belles relations. Vous parlez Oui. notamment de la relation entre Yann Rocher et son indique Lamine. Oui. Ils se font confiance, Ouais. ils s'entraident, ils se couvrent en fait. Ils se couvrent en fait. Bon. C'est pas être ripoux finalement que. Parfois, Yann Il avait besoin d'argent pour sa il fille, est qui limite, était hein. donc dans un institut, Ouais, handicapé, etc. ouais. Donc c'était pour la bonne cause en quelque Ouais, sorte, mais ouais. c'est vrai qu'il a franchi un peu la ligne quand même. Franchi un peu la ligne. Après, hein, il y a un policier lyonnais célèbre qui l'a franchi, hein, mais enfin lui il s'est fait piéger, c'est pas pareil. C'est pratiquement les gens qui sont les plus populaires autour de Ouais, Lyon ouais, qui à un moment du coup ont ouais, osé ouais, aller un peu trop loin ouais, et ouais, ça c'est s'excuse aussi. Hein. ouais. Comme vous dites, le métier est dur, Voilà. donc Mais il faut aussi essayer d'avoir parfois quelques avantages. Mais il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. Les anciens policiers avaient travaillé qu'avec des indices. Mhm. Voilà, il y avait une relation de confiance. C'était donnant. Donc parfois, c'est vrai que le pied passe un peu de l'autre côté de la ligne jaune. Mais bon, voilà. Et là, du coup, dans le roman, bon, quand il finit par vraiment être dans une situation un peu compliquée, il y a la police des polices qui s'intéresse à son cas, mais la description de la scène où il est accueilli pour sa déposition, etc., parce qu'on l'accuse du coup d'avoir dédommagé, rémunéré l'indique carrément avec de la drogue. Cette scène-là, elle ressemble beaucoup à une scène que vous racontez, vous, dans vos anecdotes, alors pas pour dédommager quelqu'un avec de la drogue, mais quand au final, on vous a demandé des renseignements sur une personne qui était censée acheter une moto, et vous vous êtes retrouvé bien embêté parce que la personne a porté plainte. Oui, exactement. Ouais. En fait, moi, j'étais de repos, il y a un collègue retraité qui m'appelle et qui me demande, il dit voilà, je veux vendre ma moto, mais le gars, je sais pas. On n'a pas le droit de le faire, mais c'est vrai que le soir, en rentrant en service, j'ai tapé. Oui, il avait accès, c'était un collègue. Le nom du gars. Ça semblait pas aller très loin. Voilà, en fait. et ça sort, donc, faux en écriture. Ouais, pas très honnête. Extorsion, chèque sans provision, enfin bref, là, au palmarès, donc je l'appelle mon collègue, puis je lui fais gaffe, hein, parce que voilà. Tu t'apprêtes à faire affaire avec quelqu'un Qui est pas. va t'attirer des ennuis. Quoi. Voilà. Et quelques temps après, je suis convoqué à l'IGS donc, pour divulgation du secret professionnel. Donc, au départ, je ne comprends pas ce qu'on veut, en fait. Et c'est quand il me parle de ce gars-là et qu'il voulait se faire embaucher par un mec que je connais, puisque c'est un ami de ce collègue. C'est en retraçant finalement. Voilà, ouais. Je dis, ça doit être pour cette personne ouais, qu'en fait il avait demandé la recherche, je suis etc. sûr que Gilles m'a fait un coup. Voilà, après, il faut punir. Sans le vouloir, ouais. Ouais, il faut punir. J'ai tout balancé. Mais n'empêche que sur la table du lieutenant de police qui m'auditionnait, il y avait toutes les recherches, fichiers que j'avais accès donc à toutes vos recherches, même concernant des fois vos enfants ou il y avait, des recherches finalement un peu annexes, quoi. Ah ouais, il y avait des documents à l'enseigne de la Société Générale, j'avais mon compte pour voir si j'avais pas reçu d'argent et tout. Donc tout le monde est très surveillé au final. Ah oui. Donc c'est très dur d'être un ripou par les temps qui courent. Ah, c'est dur d'être un ripou. Et puis quand j'entends aujourd'hui des gens qui disent que quoi que fasse un policier, n'importe comment, l'IGPN, c'est des collègues. Tout laisse des traces au final. Non, c'est des collègues, oui, mais si vous avez fait une bêtise, vous pouvez être sûr qu'ils ne vont pas vous faire de cadeaux. Après, attention, ils instruisent à charge et à décharge aussi, hein, donc les deux,
Mais Oui, bien sûr, parce qu'au final, après, en supervisant l'affaire, Ouais. tout le monde a compris que Voilà, vous voilà. avez été un peu dupe. Voilà, Et j'ai été dit. ça, Voilà, voilà, c'est ça. c'était juste Ouais. une maladresse dont on peut rire, Ouais. sinon on ne l'aurait pas cité, mais, Ouais. mais ça veut dire aussi que tout est très contrôlé. D'ailleurs, c'est la question du lieutenant à la fin de l'audition qui me dit, vous diriez que vous avez été dupe ou naïf. Voilà. Mais ça peut arriver à tout le monde au final de se faire piéger du coup. Ah oui, Simplement, voilà, le policier il a ces outils-là, donc il Ouais. est censé savoir quand les utiliser, quand ne pas Voilà. les utiliser, même si ça l'arrangerait par exemple de pister sa femme ou son homme, il n'est Voilà. pas censé le Il faire. faut pas le faire. Plus il a une arme dans la main. Et là, vous en parliez du coup dans Burnout, hein, par lequel moi j'ai commencé la lecture de vos œuvres. Et c'est compliqué du coup d'avoir une arme dans les mains et parfois de se sentir seul, un peu abandonné. Ouais. Et de ne pas aller bien, et de se dire, bah, cette arme-là, je pourrais toujours en faire usage. Il y en a malheureusement qui font cette démarche. Et, c'est, Soit pour se venger, soit pour ouais. se Oui, suicider. Oui, soit pour se venger, parce qu'il y en a aussi qui l'ont fait pour se venger. Bah là, il y a un fonctionnaire de police qui est dans la nature après avoir tué son épouse, hein, apparemment. Voilà. Après, il y en a qui peuvent plus supporter. Alors, on met tout sur le poids de la hiérarchie, machin. Après, il y en a qui ont des problèmes personnels aussi. Et c'est vrai que l'arme, ben, si on est un peu faible dans sa tête, c'est un moyen d'en finir. Mais alors, est-ce qu'il ne faudrait pas un accompagnement psychologique beaucoup plus poussé pour vérifier que tous les policiers aillent bien? Il y en a un. Et quand il y a un signalement, bah, que ça soit vraiment un accompagnement plutôt que d'enlever l'arme. Mais quand vous n'allez pas bien, donc là ils disent on va mettre en place des psychologues dans les commissariats, ça existe déjà. Hein, donc ils ne feront que faire ce qui existe déjà en fait. Vous allez voir le psychologue par exemple, vous dire voilà je vais vous voir parce que je ne me sens pas bien en ce moment, là j'aimerais voilà, vous parler un peu de mes soucis et de ça. Systématiquement, dans l'heure qui suit la consultation avec ce psychologue, votre patron vous appelle, vous êtes désarmé et mis au rencard quelque part ailleurs avec interdiction de voie publique et tout ça. Donc vous quittez en fait le groupe dans lequel vous êtes habitué. C'est une forme d'isolement, c'est encore pire. C'est encore pire. C'est encore pire. Donc il y en a beaucoup qui ne font pas cette démarche en fait. Ou qui, s'ils la font, vont voir un psy à l'extérieur. Voilà, un médecin. Quoi. Mais bon, les psychologues dans les commissariats, vous vous retrouvez en fait punis quoi. Si vous allez voir. Il y a un peu de ça. Et en même temps, c'est important malgré tout que l'équipe ne fasse pas que couvrir justement celui qui va mal, parce qu'en le couvrant, ils sont finalement en train d'encourager la dérive. C'est ça. Mais malheureusement, on ne peut pas tout le temps voir ce qui ne va pas. Quand on le voit, on prend en charge le collègue, on l'entoure, on fait ça, mais des fois on ne voit pas. Mon livre Burnout commence par une dédicace à la mémoire de Loïc. Oui. C'est un collègue qui n'a pas su. Quand j'étais en groupe de recherche, Loïc était dépressif, ça allait pas bien. Et Loïc donc était interdit de voie publique pendant quelques temps, ça. Puis il est revenu au groupe de recherche, mais sans armes, désarmé. Donc il est devenu ce qu'on appelle en langage policier notre crayon. C'est-à-dire que c'est lui qui met en place les procédures. Il faisait de l'administratif. L'administratif. Qui est très utile, attention, il en faut dans un service. Et un midi, on va manger. Donc avec les collègues. Tu viens, Loïc? Je termine juste la procédure, là, et je vous rejoins. Voilà, Loïc, il ne nous a jamais rejoint. Il a forcé le tiroir du bureau du chef de groupe pour prendre son arme, et il s'est retiré. Il était déterminé, il a trouvé une arme au final. Voilà, on l'a pas vu en fait. Et après c'est... on en a longtemps parlé, on s'est beaucoup réunis avec les collègues et tout, on en a beaucoup parlé. Mickey, le chef de groupe, avec son franc-parler, on en parle entre nous les gars, personne ne va voir le psy. Hein. Donc voilà, le psy c'est à éviter, mais pour le coup, chacun peut être le psy de l'autre. Exactement, voilà. Puis ça fait du bien d'en parler entre collègues. Hein. Puis est-ce que ça aurait pu être évité? Peut-être pas, mais... on l'a pas vu en fait. Hein. En plus, quand on parle déjeuner, mais Loïc il est derrière le bureau, là. J'arrive, hein, je termine la procédure et je vous rejoins les gars. Puis on a un sourire et tout, mais c'était... voilà. Ça n'a pas vu. C'est l'image qui vous restera. Ouais. Mais c'est vrai que du coup, ça fait beaucoup de collègues au final. Vous disiez 40 ou 50 par an qui là, je crois mettaient fin à leur jour. Depuis le début de l'année, on est à plus de 20, je crois. Alors qu'on est en février. Hein. C'est assez inquiétant. Policiers et gendarmes confondus. Et c'est vrai que c'est inquiétant. Du coup,
vous parliez de leur rendre hommage, et puis je voyais dans les dédicaces des derniers livres qui dataient du Covid, de la période du confinement, etc., que vous teniez à souligner que les forces de l'ordre, finalement, ne sont plus aussi populaires qu'autrefois, décriées dans les médias, pas forcément soutenues par l'opinion publique, alors qu'au final, le souvenir que vous en gardez, ce sont des collègues qui faisaient bien leur boulot déjà. Ouais, la majorité des policiers font bien leur boulot, font bien leur boulot avec beaucoup de sérieux, beaucoup d'empathie pour les victimes, de respect pour les victimes et pour les auteurs aussi, parce qu'une fois que le gars est interpellé, même si ça se passe mal, même s'il faut faire usage de la force, après c'est fini, c'est voilà, monsieur, vous, c'est respectueux des droits. tutoiement est proscrit, voilà. Mais malheureusement, certains médias indélicats font tourner en boucle des images. En fait, on n'a pas la scène complète, quoi. Quand on voit le policier qui abaisse sa matraque, par exemple, sur un manifestant, il s'est passé quoi avant? Ça, on ne le voit pas, on voit juste le coup de matraque. Et, il faudrait croiser les sources, il faudrait visionner dans la totalité. Et puis, il y a aussi sur les manifs, par exemple, lorsque pendant des heures, vous avez des fonctionnaires de police qui sont là en rang avec le bouclier, le casque, tout cet équipement sur le dos qui est extrêmement lourd, et qui pendant des heures prennent sur la tête des projectiles, on entend des insultes, on vient les narguer à quelques centimètres, ils ne peuvent pas bouger. Je peux vous dire qu'au moment où le chef de dispositif dit charger, là vous lâchez des lions. Eh ouais, faut bien comprendre que. Alors celui en face qui ne comprend pas et qui va rester là pour faire le show, continuer à acheter des trucs et tout, c'est sûr qu'il va s'en prendre une. C'est clair. Il aurait dû sentir le vent tourner. Voilà, sentir le vent tourner. Donc c'est vraiment un métier qui demande de l'intuition et beaucoup d'implication. Ouais, beaucoup d'implication, beaucoup de sang-froid aussi, il faut être zen en fait. Faut rester zen. Et vous avez effectué pendant 30 ans quand même, 30 ans, donc c'est louable. Ouais, 30 ans, des fois, il faut rester vraiment zen. C'est ça. Et maintenant, vous nous racontez tout ça dans les romans. Voilà, en replaçant les anecdotes, etc. Alors merci beaucoup Didier, mais là ça va être temps de conclure cette interview. Je voulais vous demander, puisque vous nous aviez raconté tous vos souvenirs de la BAC, est-ce que vous comptiez prochainement raconter ceux de la Brie? Peut-être. Il y a aussi des choses à dire? Ouais, il y a aussi des choses à dire. C'est différent là, c'est différent. Ouais, l'enquête. Il y a plus de... là c'est plus de travail de longue haleine en fait. Voilà, des semaines de boulot sur des interpellations qui durent quelques minutes et puis du travail administratif derrière. Mais c'était intéressant aussi. Voilà, c'était intéressant les écoutes téléphoniques, les filatures. Il doit y avoir encore plein de choses à nous raconter, ça fera sans doute l'objet d'un nouveau livre. Pourquoi pas. Et à ce moment-là, nous serons ravis de vous retrouver si vous voulez en parler aux auditeurs de Rive de Gier. Sortie de prévue au mois de septembre. Un peu une surprise, c'est un livre écrit à 4 mains en fait. D'accord. On dira plus à ce moment-là. Eh bien chouette, voilà. Merci beaucoup en tout cas Didier d'avoir été avec nous et nous avoir parlé de tous ces témoignages vécus donc de l'intérieur. Et à très vite, et puis je dis aux auditeurs à dans 15 jours. Merci beaucoup, au revoir.